sorcellerie de l'écrivain. On se retrouve pour un petit book haul qui est un petit peu improvisé parce que j'avais prévu autre chose pour ce mercredi, donc pas de bol pour vous si vous n'aimez pas ça. Mais je me suis rendue en fait aujourd'hui au Mystérial de Redon, qui est un petit salon du livre qui est plutôt orienté imaginaire, mais il y avait aussi du polar et d'autres choses. Pour enfants, pour adultes également. Ça se passe dans un cloître, dans le cloître de l'abbatiale Saint-Sauveur, il me semble. Exactement. Donc, je vais vous mettre le lien vers leur site internet et vers leur compte Insta, parce que si vous habitez en fait dans le coin, on va dire dans l'ouest de la France, c'est franchement très sympa. J'ai assisté d'ailleurs à une conférence où il y avait Aurélie Wallenstein, Stéphane Beauverger et Séverine Pinault, et c'était animé par Lorraine Bellès des éditions Les Trois Nornes, qui anime aussi la chaîne YouTube Les Mots de l'Imaginaire. Et donc, franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai fait un petit tour d'abord. Je fais souvent ça, moi. Je fais d'abord un petit tour où je repère. Après, je refais un petit tour. Et après, ils ont dit, oh, il y a une conférence. Et donc, la conférence portait sur des mondes cachés. C'est un petit salon du livre. Donc, pour les personnes qui, comme moi, sont pas très à l'aise au niveau de la foule, c'est quand même super cool. Il y a moyen de se garer autour. Il y a de la restauration pour ceux qui sont pas du coin. C'est accessible aux personnes en fauteuil roulant, une ambiance plutôt cosy, plutôt doudou. Et franchement, j'ai vraiment aimé. La conférence était super intéressante, donc avec Stéphane Beauverger, Séverine Pinault, Aurélie Wallenstein, et animée par Lorraine Bellès des éditions Les Trois Nornes et donc de la chaîne YouTube Les Mots de l'Imaginaire. Très intéressant. Comme il n'y avait pas tant que ça de monde, on avait un peu une ambiance un peu cosy en fait. Enfin, moi je me suis sentie accueillie. J'étais un peu impressionnée au début parce que bon, je suis un peu impressionnable, hein. Mais bref, j'ai trouvé vraiment ça très cool. Avant de vous présenter les achats que j'ai faits, je vais vous présenter un achat que j'ai fait avant. J'en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent sur les vidéos du samedi où je lis des contes. Donc j'ai lu tout Andersen, il me semble que j'ai lu tout Grimm aussi. J'ai lu tout Perrault, que j'ai moyennement aimé. Et là, je suis en train de finir un recueil de contes populaires slaves, une traduction de Louis Léger. De mémoire, il reste un samedi. Donc le samedi qui vient. Et donc, je vous avais déjà parlé de Giambattista Basile, Le Conte des Contes. On est aux éditions Circé. C'est des livres qui sont... Enfin, Giambattista Basile, il y a assez peu de traductions. Je trouvais la découpe, elle est un petit peu mouf-mouf, un petit peu. C'est une grosse pavasse qui est quand même vachement complète. Et donc, Giambattista Basile, il a écrit autour de 1625. C'était Le Conto dei Conti. Ça n'avait jamais fait l'objet d'une traduction intégrale en français. Il s'agit pourtant de l'une des productions majeures de la littérature européenne du XVIIe siècle. Il peut être considéré comme un recueil de contes pour enfants, ainsi que son sous-titre l'indique, et l'on peut tenter de rechercher quelle inspiration les contes du Napolitain auraient pu fournir à Perrault ou à Grimm. Donc je ne sais pas si ça a voyagé jusqu'à Andersen qui est un peu plus haut. J'ai envie de vous lire le quatrième parce que en fait je vais pas vous pour ça je vais pas vous lire d'extrait. Je pense pas que c'est un intérêt fou. Donc d'autres critiques comme Italo Calvino hésitent à inclure Basile dans ce patrimoine, préférant souligner la richesse de l'invention métaphorique et le délire de l'imagination voyageant du sublime au sordide. Ainsi, selon Calvino, le conte des contes est le rêve d'un Shakespeare napolitain difforme, obsédé par tout ce qui est effroyable, n'ayant jamais son compte de sorcières et d'ogres, fasciné par les images alambiquées et grotesques, où la vulgarité se mêle au sublime. Et sans doute ont-ils raison, mercenaires à la solde de la sérénissime République de Venise, académiciens, courtisans au contact des centres culturels les plus prestigieux d'Italie, Venise d'abord, et Mantoue, où sa sœur, la chanteuse Adriana Basile, régnait en diva, poète dilettante et gouverneur des fiefs provinciaux aux environs de Naples, Basile est un aventurier de la plume.
Le conte des contes n'est pas seulement un conte, celui de la princesse Zosa, que Lucia, l'esclave mauresque aux jambes de sauterelle, dépossède du prince qu'elle a ressuscité par ses pleurs, qui engendre d'autres contes, ceux que les femmes racontent à Lucia, à qui Zosa a donné l'envie irrépressible d'entendre des histoires. C'est un monument narratif qui orne et enrichit les structures élémentaires du merveilleux, d'une expérience d'artiste et d'homme. Partant de la structure traditionnelle des nouvellistes antérieurs, ici 5 journées, autour desquelles 10 femmes difformes racontent des histoires à une petite cour magique dont la princesse est sur le point d'accoucher, il la transgresse par le merveilleux, par la langue napolitaine qu'il enregistre et magnifie, par la parodie et la destruction du récit-cadre traditionnel, par l'autodérision enfin. Donc on est aux éditions Circé, qui était une maison d'édition que je ne connaissais pas, qui a l'air assez prolixe, assez prolifique. Ils ont un catalogue conséquent. C'est une traduction du napolitain par Françoise de Croisette. Ça a été publié avec le concours du Centre national du livre. L'illustration de couverture, c'est Anonyme Bologais de la fin du XVIIe siècle, d'après Iballi, je sais plus, ça fait très longtemps que j'ai pas fait italien, j'ai fait un an d'italien en seconde. Iballi di Sfesania de Jacques Callot en 1622, illustration de couverture. Il y a une édition à l'intérieur. Ça a été publié pour la première fois en 1995 et là c'est la 4e édition de septembre 2022. C'est une traduction qui est récente, donc je peux pas la lire pour la chaîne en livre audio, donc je le ferai pas. Par contre, je vais aller picorer un petit peu là-dedans et de temps en temps je vous en parlerai. Donc ça me paraît être l'édition la plus complète et la plus récente, donc doublement. Elle coûte 25,90 € pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on va vous parler de mes achats au Mystérial. Avant de faire mon petit tour, en fait, je n'ai pris que des livres d'imaginaire. Et avant d'aller en fait à la conférence où j'ai écouté les personnes que je vous ai citées, je suis tombée sur Morgan of Glencoe, que j'avais déjà entendu en interview par Céline Badarou. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, ce qui me permet aussi de penser à le faire. Donc vous voyez, je me mets des post-it discrètement comme ça au cours de la vidéo. Et en fait, Morgan of Glencoe donc c'est une autrice qui a été publiée aux éditions ActuSF, donc les anciennes maisons d'édition qui ont fermé. Et l'intégralité de sa quadrilogie a été imprimée est imprimée aux éditions Goater, que je ne connaissais pas. C'est une maison d'édition rennaise. Là, on est dans l'ombre de Paris. C'est le premier chant de la dernière geste. Donc c'est une quadrilogie. Ils sont tous sortis. C'est des beaux bébés parce que ils sont tous assez conséquents. Ah, c'est pas si gros bébés que ça. Si. En fait, l'écriture des pages et les bizarres, j'ai confondu. J'ai confondu un peu. On est sur un beau bébé qui fait 500 pages à peu près. Quasiment 600 pages. 600 pages. Qui sont tous à peu près pareils. Je vais vous lire le 4e de couverture. Donc la dernière geste, premier chant. Depuis des siècles, les humains traitent les fées, dont ils redoutent les pouvoirs, comme des animaux dangereux. L'alliance du royaume de France, de l'empire du Japon et du sultanat ottoman se partagent désormais l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ces féroces aristocraties oppriment leur peuple et écrasent dans le sang toute révolte, qu'elle soit humaine ou féerique. Lorsque la princesse Yuri reçoit une lettre de son père lui enjoignant de quitter le Japon pour le rejoindre, elle s'empresse d'obéir, mais à son arrivée, elle découvre avec stupeur qu'elle a été promise à l'héritier du trône de France. Dès lors, sa vie semble toute tracée. En choisissant les dangers de la liberté plutôt que la soumission aux règles de sa caste, elle va se forger ses propres valeurs. Bientôt, elle mettra en péril la plus grande puissance du monde. Au cœur de cette métamorphose, une amitié très improbable. Mélange d'urban fantasy, de steampunk et d'uchronie, Dans l'ombre de Paris nous emmène à la rencontre d'une population parisienne de la surface comme du sous-sol. C'est émouvant, addictif, féministe, queer, et de nombreux thèmes y sont décrits, comme la lutte des classes, le racisme, le colonialisme, l'identité et les égalités de genre, la différence, les discriminations, les traumatismes.
Morgan of Glencoe est une autrice passionnée et passionnante. Née en 1988, écriture, chant, harpe, scénographie, elle pratique de nombreuses disciplines artistiques. Barde, elle chante pour le visible et à l'invisible et s'adresse aux fées comme aux humains d'aujourd'hui. Avec ce roman, elle inaugure la nouvelle collection de fantaisie des éditions Goater, Aerlin, si je prononce bien, licorne en breton, collection sœur de Rechute. Eh bien, ce beau pavé de 600 pages ne coûte que 18,90 €. Ah oui, le dessin de couverture, c'est de Aliciane. Donc Aliciane, c'est une illustratrice qui était fan de cet univers. Donc c'est une quadrilogie, ils sont tous sortis. Je vais voir si je trouve les titres des livres suivants. Le deuxième, c'est L'héritage du rail, donc la dernière geste, deuxième chant. Ordali, le troisième, donc la dernière geste, troisième chant. Et Lys de guerre, la dernière geste, quatrième chant. Et ils sont tous sortis j'ai l'impression qu'ils sont tous sortis là en gros, entre mars, avril, mai 2025. Donc, ben moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse ma foi, parce que j'aime bien en fait quand il y a un mélange des genres, je trouve que ça contraint un petit peu l'auteur à réfléchir un peu plus pour que tout tienne et que tout soit cohérent et que ça accroche, ce qui fait que on se dépasse en fait. Et je dis bien on. Ensuite, les éditions La Volte, si je me souviens bien, c'est une maison d'édition qui est plutôt à la destination des adolescents, jeunes adultes, il me semble. C'est notamment une maison d'édition, si vous en avez entendu parler il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an ou deux, qui avait vu un de ses livres censuré. Donc une décision d'État, je ne sais pas exactement de quelle instance. Ils ont été obligés de revenir dessus, enfin ceux qui ont pris la décision de censurer ce livre, parce que a priori il n'y avait pas de raison en fait de le faire. Et bref, La Volte a inauguré une nouvelle collection de novellas qui s'appelle Utopia. Une utopie digne de ce nom doit être en mesure de composer avec ceux qui n'en veulent pas. Tel est le parti pris de Stéphane Beauverger, auteur notamment du phénoménal Déchronologue, qui surprend ici avec ce tour de force métaphysique et littéraire. Donc Stéphane Beauverger, j'avais acheté le Déchronologue qui était peut-être bien aux éditions Nemos ou un truc comme ça, avec une couverture vraiment, vraiment très belle. Et la grande originalité de ce livre-là, c'est que il me semble qu'on se retrouvait plus ou moins dans une époque un peu pirate, empires coloniaux en Amérique latine, un truc comme ça, Caraïbes. C'est vaguement le souvenir que j'en ai. Ça remonte. Et le truc qui était intéressant, c'est que il a injecté dans un monde plutôt fantasy comme ça des éléments SF. Pourquoi ? Parce que le temps est cassé. Le temps est cassé et je me souviens que les pirates, ils cherchaient des merveilles. Et des merveilles, c'était des objets qui n'étaient pas de leur époque et qui se vendaient à prix d'or. La narration, la particularité, c'était que, il me semble que le déchronologue, on n'est pas dans une chronologie, on est dans une déchronologie. Ce qui veut dire que l'histoire, il me semble, commençait par la fin. Et peut-être que c'était un moment où, des fois, en fait, on a envie d'une lecture qui est plus facile, et ça c'était une lecture qui n'était pas trop, donc je lui ai dit, et puis tout en me disant mais non je suis pas en train de dire ça à l'auteur que j'ai laissé tomber son livre, et donc il m'a dit il faut le reprendre, il faut pas le lâcher. Donc je vous fais confiance monsieur Beauverger, je lirai le Déchronologue. Et donc revenons sur Collision par temps calme. Utopia, on est sur une collection où on est dans des sortes d'utopies, mais où ça va bien. Silas mène avec sa famille une vie heureuse sur son île. Le monde est beau, paisible, fluide, grâce à Simri, l'artefact Sapiens, président au confort de l'humanité depuis 50 ans. Une super IA dont le déploiement global garantit à la société un avenir serein. Silas partage sa vie entre son travail d'analyste système et sa passion pour la conception de bateaux. Oui, le monde est beau et va bien, vraiment pour tous. Mais Kali, la sœur de Silas, ne veut plus y vivre. Demander à quitter le giron protecteur de Simri, qui veille au bien-être de tous, c'est rare, mais possible. Cette décision bouleverse Silas. S'il espère la faire changer d'avis, il sait que leurs trajectoires respectives ne peuvent aboutir qu'à une collision par temps calme, dans un ciel sans nuages. Alors j'ai eu une belle petite dédicace pour
Nora, cette collision fraternelle pleine d'amour déchiré, dans un monde heureux, amicalement, Steph, avec le A de anarchie, dis donc, dis donc. Il y a une petite précision par rapport utopie. C'est un néologisme inventé en 1516. Est-ce qu'on peut dire encore que c'est un néologisme quand il a 500 ans? Donc ça a été inventé par l'écrivain anglais Thomas More dans son ouvrage L'Utopie et qui donne son nom à l'île imaginaire. À la différence d'utopie, dont le préfixe privatif u et le radical topos, lieu, signifie le lieu qui n'existe pas, le lieu de nulle part, le mot utopie est construit avec le préfixe e, qui veut dire bon, qui donne le sens de lieu du bon, lieu idéal. Utopia, c'est le nom donné à la collection de novellas qui s'inscrivent dans un contexte de société idéale ou qui la mettent en scène. Pour ceux qui ne savent pas, des novellas, en gros, ce sont des textes courts qui sont entre la nouvelle et le roman. Donc là, on est sur un texte qui fait 116 pages. J'ai envie de vous lire un petit bout. Le premier paragraphe, qu'est-ce que vous en dites? Et je vous lis un petit bout de Morgan of Glencoe aussi, parce que j'ai oublié. Premier matin. Je déteste me lever tôt, mais j'en apprécie les avantages. Dans la cuisine, l'odeur du café préparé pour moi seul, et pour moi seul, le silence. Puis le grincement de la porte du placard, que je ne prends jamais le temps de réparer. L'infime résistance de ma tasse préférée sur son support, à l'instant de la saisir, parce que Kylian l'aura encore rangée sans l'essuyer. Le clignotement contradictoire des horloges, la mesquine volupté de choisir s'il est déjà 5h54 ou seulement 5h47. Parce que je n'ai toujours pas synchronisé l'électroménager via le réseau domotique. La satisfaction d'entr'ouvrir la baie vitrée pour capter les premiers chants d'oiseaux guettant avec moi le soleil. L'observation des épères raccommodant leurs pièges entre les montants de la balustrade. Autant de raisons pour mon cerveau d'ordonner à mes jambes de sortir du lit, à mon dos fatigué de se tordre assez pour me redresser, à l'étonnement de cesser. Je suis debout dans le noir, sans l'avoir vraiment souhaité. Ce matin, plus que d'habitude, je déteste me lever tôt. Pourtant, mes pieds ont repoussé la couette et me voilà levée. Alors moi, je vous poserai une colle. Si on est dans un monde idéal où tout va bien, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? Sa dédicace est hilarante. Pour Nora, bienvenue dans les égouts, Morgane. Regardez comme elle est belle. Ma petite casse d'Élie. Alors pourtant, moi je vous assure, je suis pas spécialement à courir après les dédicaces. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu impressionnée en voyant tout ce beau monde. Il y a un prélude qui est assez long. Je regarde à peu près combien je vous en lis. Prélude. Fée. Comme des fées, avec des petites ailes. Assise bien droite dans son fauteuil tendu de velours blanc, Yuri replaça sa mèche rebelle derrière son oreille. Du haut de ses 12 ans juste sonnés, elle tenait son rang de princesse avec autant de dignité que n'importe quel adulte. « Dites-moi, père, demanda-t-elle de sa voix réfléchie, quel spectacle allons-nous voir qui nécessite si étrange scène? Je ne connais nul acteur, nul musicien qui puisse jouer sur l'eau. C'est qu'il ne s'agit ni d'une pièce ni d'un concert, et encore moins d'un opéra, Yuri, répondit le seigneur Nekohaima, en posant une main rassurante sur l'épaule de sa fille. Mais d'une leçon pour toi, une leçon sur certaines créatures et leur nature. Et sans doute aussi sur la nature du vulgaire. Il n'en dit pas davantage comme à son habitude. Il la laissait toujours comprendre par elle-même et ne répondrait à ses questions qu'après coup. Elle leva la tête pour le contempler. En véritable daimyo, il portait les cheveux longs coiffés en chignon de samouraï sur le haut de la tête et un kimono sans motif, mais d'une coupe impeccable, entièrement blanc. Personne ne l'avait vu arborer d'autres couleurs depuis la mort de son épouse lorsque Yuri avait 3 ans, et elle-même ne conservait nul souvenir de son père vêtu des atours violets et roses du clan Nekohaima. Les traits de celui qu'on surnommait à la cour de France l'ambassadeur blanc étaient ceux d'un homme accoutumé à diriger et à être obéi. Il avait dans ses yeux noirs l'éclat froid des commandeurs. Et on va passer à Aurélie Wallenstein. Donc j'ai pris 2 livres. Le désert de couleurs.
Les Mystériales, pour Nora, en souvenir de la table ronde sur les mondes cachés. Je t'invite à explorer les dunes multicolores et des souvenirs secrets. C'est tout daté. Tout daté signé. Donc le désert des couleurs. Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable recèle un souvenir perdu et oublié. Arpentez ces dunes et votre mémoire s'effacera. Pour s'en protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan. Mais le sable monte chaque jour davantage le long de ses pentes, menaçant d'ensevelir les derniers humains. Malgré le danger et le risque d'oubli, Kabalrai, fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventurent dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer, au risque de s'y perdre. Des Aurélie Wallenstein, j'en ai quelques-uns. J'ai acheté notamment, je crois que c'est L'épée, la famine et la peste, qui est une duologie. J'ai dû... Attendez. Je pense bien... Je crois que j'ai La mort du temps. Et j'en ai peut-être bien un autre. En fait, j'ai un peu... j'ai un peu hésité à comment dire... à acheter des livres à Aurélie Wallenstein parce que je savais que j'en avais et je savais plus lesquels. Donc là, j'ai celui-là sûr, je l'avais pas et la harpiste des terres rouges, en fait, ça vient de sortir. Donc, je ne l'ai jamais lu. Je vais vous lire un petit bout. Capella rouvrit les yeux en pleine nuit. Si le rêve se dissipa aussitôt dans l'obscurité, la certitude demeura puissante. C'était son tour. Elle avait été choisie. L'oreille tendue, elle écouta, comme si elle pouvait entendre les pas de l'homme monter vers elle, mais il n'y avait rien, juste le froissement de sa propre respiration raccourcie par l'émotion. Elle referma les yeux, tâchant de retrouver les images de son rêve. Elle sentait encore son corps d'homme contre le sien, ses mains dans ses cheveux, son parfum de sable. L'émotion persistait, trop troublante pour n'être qu'un songe. Bien sûr, elle avait désiré ce moment, et il lui était arrivé de se réveiller, en proie aux émois tièdes d'un rêve érotique. Mais là, ce n'était pas un rêve, c'était une vision. Devait-elle se préparer? Quand elle imaginait son union mystique au marchand de sable, elle se visualisait maquillée, parfumée, peignée, ses longs cheveux noirs, lisses et brillants, oints d'huile, rejetés en arrière sous l'arceau d'une tiare dorée. Elle portait pour tout vêtement des bijoux qu'elle ne possédait pas. Ses bras et ses poignets tintinabulants de bracelets en jade, sa poitrine alourdie de parures somptueuses telles que les femmes en arboraient autrefois. Et voilà qu'à la place, elle se drapait à la hâte de son mélafa effiloché, enroulant le long pan de tissu autour de son corps et repliant l'excédent par-dessus son épaule gauche. Elle fit brûler de l'encens pour masquer l'odeur de sueur qui stagnait toujours dans sa minuscule maison de pierre et arrangea précipitamment sa couche en feuilles de palmier tressées. Elle ne pouvait s'empêcher de rire, heureuse, si heureuse. À 40 ans, elle se sentait redevenue adolescente. Un brin de culpabilité la traversa toutefois. Qu'aurait pensé son mari de tout cela? Il aurait été fier, assurément. Elle courut dehors. Ah ah! Donc c'est un petit bouquin qui est pas épais, il fait un peu moins de 350 pages. Moi, ça me dit bien. Et j'avais oublié de le préciser, Aurélien Polis, c'était l'illustrateur de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne aux éditions Pocket. Il fait du très beau boulot. Dune. Les Dunes chez Pocket, c'est lui. Ensuite, la harpiste des terres rouges. On est toujours avec Aurélien Polis. Nakara est un vaste territoire sauvage où l'on vient chercher fortune et aventure. Pour acquérir des pouvoirs magiques, les explorateurs se font greffer des organes prélevés sur les corps des monstres. Il y a quelques années, Jarod Winters est parti lui aussi à la conquête de ce nouvel Eldorado, mais il n'a plus donné signe de vie. Son frère Abraham se lance alors sur ses traces. Il s'aventure jusque dans la région la plus dangereuse du continent, Symphonie. La harpiste y règne sans partage. Chimère cruelle et sadique, elle soumet ses adversaires par la musique, faisant de l'asservissement et de la mort des spectacles dont elle se délecte. Le temps presse et Abraham va devoir se faire des alliés de taille s'il veut espérer revoir Jarod vivant. Donc on est sur de la western fantasy a priori. Je vais vous montrer. Ah oui, alors déjà, c'est ce qui est chez Pocket de Aurélie Wallenstein.
Pour Nora, on part dans l'ouest étrange peuplé de mustangs, de monstres et de cactus qui chantent. Donc, j'ai un petit cactus là et donc, je suis très contente. Est-ce que je vous lis un petit bout du prologue? Le prologue est trop long pour que je vous le lise en entier, donc je vais lire un petit bout. Depuis ce qui lui semblait une éternité, Jarod fixait le rideau rouge du théâtre. Il en oubliait de cligner des paupières. Ses yeux étaient secs et douloureux. Comme à peu près tous les autres spectateurs massés dans la salle, il haïssait les représentations, mais la musique qui montait de l'orchestre les contraignait à s'asseoir, à ne pas bouger, à regarder. Et ces derniers temps, la harpiste multipliait les spectacles. La tête de Jarod pivota lentement sur son cou crispé, luttant contre le pouvoir paralysant de la musique. La jeune fille, à la chemise à carreaux, était assise à côté de lui. Il la trouvait plutôt jolie, avec ses cheveux lisses et noirs, coupés au carré, qui encadraient son visage délicat. Pas bien grande et amaigrie par des semaines d'emprisonnement, elle ressemblait à un petit oiseau fragile perché sur le gradin. Elle regardait fixement la scène, les yeux grands ouverts. Des larmes coulaient en silence sur ses joues. « Ça ira, pensa-t-il à son intention. Ce n'est pas toi sur cette scène. Ce n'est pas moi non plus. Alors ça ira. On vivra au moins un jour de plus. » Elle n'entendait rien de ses pensées, bien sûr. Tout au plus sentait-elle son bras qui appuyait légèrement contre le sien en un soutien muet. Leur peau contrastait, blanche pour elle, brun foncé pour lui. Très jolie plume, hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Enfin, aux éditions Les Trois Nantes. Donc Les Trois Nantes, c'est la maison d'édition de Lorraine Bellès, qui est aussi la créatrice de contenu de la chaîne YouTube Les Mots de l'Imaginaire. Donc elle est également présente sur Twitch, sur TikTok, je crois bien, sur Instagram, sur Facebook, mais Facebook et Insta, je crois qu'elle doit faire à peu près le même contenu court des réels en fait. Donc là, on est, Une couronne d'os et d'épines de Émilie Norksen. Donc c'est le premier ou le deuxième livre d'Émilie Norksen qui est publié aux éditions Les Trois Nantes. L'autre, c'est Les Objets Maudits que j'ai en format numérique. J'ai également lu, je vous mettrai un lien vers la vidéo, mais j'ai lu un livre des Trois Nantes, c'est Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel, qui est très bien, avec une inspiration des traditions celtiques, mythologie celtique. Très très bonne, très, très jolie plume aussi, Arnaud Cazel. L'illustratrice, c'est Acunette. Donc c'est un bon petit pavé à 25 €. La qualité de papier est vraiment sympa. On est sur du 560 pages à peu près. Servir le royaume, qu'importe le prix, qu'importe le moyen. Bien au nord, sur le royaume de Kneim, les dieux, les anciens et le Os veillent. Le souvenir du roi Théodore, dit le boucher, hante toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciaux du dieu Wyrn, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame des conquêtes, du feu dirigeant sanguinaire. Neyla appartient au sang sombre. La chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Corbeau, elle devra devenir. Elle doit rejoindre cet ordre de femmes pour devenir les yeux et les oreilles du roi des eaux, Ingvar le Juste. Guidée par la reine des corbeaux, Frière Agne, Neyla devient Na, son héritière. Donc j'ai pas eu de... l'autrice n'était pas présente sur le stand, donc j'ai pas de dédicace ici. Je vais vous lire un petit bout du prologue. Le parfum entêtant de la sauge que l'on faisait brûler, capiteux et âpre, me donnait le vertige. Cette odeur m'enveloppait alors que les voix des femmes de mon village s'élevaient dans une litanie lugubre. La faible lueur distillée par les braséros de la pièce m'empêchait de les voir distinctement. Les guirlandes d'os qui tombaient du plafond s'entrechoquaient dans un rire grinçant. Un frisson dévala mon échine. Les tambours rituels se mirent à tonner, pulsant comme un seul cœur dans la nuit. Écœurée par l'odeur de l'urine chaude, je me risquais à chercher du regard les différentes filles présentes. Tout le monde gardait la tête dirigée vers le sol, j'en fis de même. Nous n'étions pas beaucoup, moins d'une dizaine de fillettes, toutes
toutes du même âge ou presque. Comme les autres, ma poitrine naissante était recouverte d'une peinture noire qui sillonnait mon torse de runes jusqu'à l'éclosion de mes hanches. Le bas de mon corps était drapé dans un modeste jupon blanc. Des couronnes de houx et d'herbes folles, tressées pour l'occasion, avaient été déposées sur nos têtes soumises. Les épines de la mienne s'enfonçaient dans mon front et m'égratignaient dès que je bougeais trop brusquement. Sous mes pieds nus, la terre battue semblait aussi tranchante que du verre. Bien que j'étais proche des autres, j'avais froid. La silhouette anguleuse et décharnée de la chamane perça soudainement les ténèbres. Ses longs cheveux blancs étaient tressés sans soin. Sa figure parcheminée avait été peinte avec la même substance que nos corps. Les ombres nettes sur les creux et vallées de son visage la rendaient tantôt divine, tantôt corrompue. Elle porta sur nous un regard sévère avant de nous offrir un inquiétant sourire édenté. Je déglutis avec peine, la peur commençant à me gagner. L'une de mes comparses réprima un sanglot dans une respiration douloureuse. Bah, ça promet! Ça promet de la joie! Donc, l'éditrice a dit que c'était plus une lecture d'automne. Je pense pas être spécialement une lectrice en fait en fonction des saisons. C'est vraiment plus en fonction de la vie. Je suis vraiment plus mood reader, comme on dit, où il y a des moments où j'ai envie d'aller sur des choses un peu plus compliquées. Compliqués à comprendre ou plus complexes ou qui vont me brasser. Puis il y a d'autres moments j'ai envie de trucs beaucoup plus légers et qui se lisent vite. Donc je suis définitivement une mood reader. Et enfin, j'ai acheté à Johann von Haff du pitch à la romance, des exercices easy pour passer à l'action. Johann von Haff, j'ai fait une petite vidéo sur... pour le moment, c'est une série de 4 livres, mais en fait, on peut tous les lire indépendamment les uns des autres. C'est une autrice de romance, et j'ai commencé à lire sa série Kalahari, qui est en cours d'écriture. J'ai tellement aimé que je suis en train de suivre avec avidité son contenu pour essayer de trouver les prochaines lectures. Et ça donne vraiment très envie. Alors comme pas mal d'auteurs ou d'autrices qui sont indépendants et qui sont qui sont auto-édités et qui sont sur Amazon, Johann von Haff, elle a fait un cahier d'exercices qui peut aller un petit peu entre guillemets avec elle vend des formations sur son site internet à destination des autrices de romances. Donc elle va défendre un peu son beefsteak par rapport à ce qu'elle pense, elle, qui est de la romance, qui est logique, hein, elle défend en fait ses valeurs et ce qu'elle pense de la romance. Alors, donc, en écriture, on parle beaucoup de show don't tell. Dans ton texte, il est plus efficace de montrer la chair de poule sur la peau de ton personnage, son cœur qui bat plus fort, la sueur au front, plutôt que juste raconter que ton personnage a peur. Je fonctionne de la même maison. J'ai besoin qu'on me fasse un dessin. Il est inutile de me dire quoi faire, il faut plutôt me montrer comment faire, comme une recette. Je préfère lire des romances, voir ce que nos consoeurs écrivent, comment elles abordent tel ou tel sujet, plutôt que de lire un livre technique. Du pitch à la romance est ma méthode super easy pour préparer, écrire et corriger mes romances. Attention, ceci n'est pas un manuel didactique et ces exercices ne remplacent pas mes cours. Mes méthodes sont à découvrir dans mes antisèches d'écriture. Donc après, elle parlait de son... Elle parlait de son... De toute façon, je vais vous mettre ses réseaux sociaux et son site, etc. Elle a eu plus de 26 parutions à son actif, coup de cœur France Loisirs, et finaliste du prix du livre romantique en 2018. Et elle travaille dans le milieu de l'édition depuis 12 ans. Donc elle sait un peu de quoi elle cause. Je vais vous dire juste vite fait. Donc c'est un cahier, donc c'est-à-dire vous avez quand même pas mal de pages blanches, mais il y a également des parties, on va dire, un petit peu plus de contenu. Au programme, il y a ta romance, ton pitch, tes protagonistes, ton univers, ta relation amoureuse, ton conflit amoureux, ta série, ton histoire. Donc, elle parle par exemple des lois de la romance, le pitch de départ. Il y a quelques pages sur les tropes. Je vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, hein. Le sous-genre, les conflits, l'antagoniste, les protagonistes avec des espèces de petites fiches d'identité plutôt succinctes,
Le passé répond du point de vue de chaque personnage important. Quelle est ton histoire avant le début du roman? Qui était ta famille? Quelle était votre relation? Qui étaient tes amis, tes camarades de classe, tes voisins, etc. Donc comment construire en gros les personnages, surtout les personnages principaux, avec d'autres notes, etc. Le futur répond du point de vue de chaque personnage important. Donc comment finit l'histoire? Meilleure chose qui te soit arrivée, le quotidien. Je vous dis pas tout, hein, parce que je vous encourage en fait très fort à aller voir de vous-même ce que c'est. À l'acheter en gros, si vous voulez écrire de la romance. Et en fait, pas que, je pense. Je pense que ça peut être tout à fait utile pour des gens qui vont écrire n'importe quel genre littéraire, mais où il y a une histoire d'amour qui est assez importante. Il y a les qualités, les défauts, enfin, en gros, de quoi développer le personnage, parce que bah, c'est le nerf de la guerre, les personnages, surtout en romance, et je pense que dans n'importe quel roman, on va dire. Décrit des personnages importants, pas besoin de faire un portrait robot. Ton univers, parce que oui, même dans les romances, il y a un univers, évidemment. Les gens ne vivent pas dans des bulles. L'univers, les 3 piliers de la relation amoureuse, émotion, communication, séduction, connexion émotionnelle. Choisir le degré d'érotisme, parce que vous allez faire en fonction de ce que vous voulez faire et pas en fonction de ce que vous pensez que le public demande, le lectorat demande. Donc voilà. Donc du pitch à la romance, je vais vraiment m'y coller moi, et quand je commencerai à l'utiliser, je vous dirai donc si c'est cool et s'il faut l'acheter absolument. Enfin si ça me va. Je pense que, de toute façon, je pense qu'avec ce type de cahier d'exercice, j'en ai quelques-uns d'autres sur la romance, la fantaisie et un espèce de carnet pour écrire un projet de roman de manière plus générale. C'est vraiment les trucs où il faut y aller, quoi. C'est type un peu atelier. Donc, faut mettre la main à la pâte et faut commencer à s'y coller. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse là-dedans. Comme d'habitude, moi, les book hauls, j'entasse, mais c'est pas dit que je lise ces livres. Le carnet, je vais m'en occuper rapidement, mais les bouquins, c'est pas dit que je les lis très rapidement. La preuve, en fait, j'ai lu assez peu des livres qui sont passés en book haul récemment ou même il y a un an, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça que je fonctionne et je finis par les lire de toute manière. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, si vous avez déjà lu ces auteurs-là, ou s'il y a d'autres livres qui vous y font penser, des choses comme ça. Donc, en tout cas, j'ai hâte, ça me donne vraiment envie. Et c'était surtout de très belles rencontres. Donc Aurélie Wallenstein, Lorraine Bellès, Stéphane Beauverger et Morgane Flienko. Je vous souhaite un très bon mercredi, à samedi pour le dernier recueil de contes populaires slaves. J'ai plus de voix. Et à dimanche pour l'avant-dernière session de Nouvelles de Colette dans les Vrilles de la Vigne. Et mercredi prochain, donc, ça sera une vidéo sur un peu de discussion où sur l'intention littéraire de l'auteur et sur les attentes du lecteur. Et est-ce que ces deux concepts-là se marient ou pas? Comment elles se marient ou pas? On verra. J'espère que j'ai été à peu près pertinente, mais je sais que ça va être une vidéo qui va être très chiante à monter. Pourtant, je l'ai préparée. Allez, passez une très bonne journée. Salut!